Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur l'épisode de l'Éclipse. Aujourd'hui, nous sommes avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Bonsoir, bonjour, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Et on est aussi avec Jordan. Comment ça va, Jordan? Salut Aléric, salut tout le monde, ça va très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on est là pour parler de Black Bag ou The Insider du duo Steven Soderbergh et David Koepp qui reviennent quelques mois à peine après Présence. Where are you off to? Black Bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know and you know what you'll do and you never discuss certain things again. I watch her, I assume she watches me. I would do anything for you. Oh dear. Yes. Black Bag nous raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers sa nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Par rapport à son premier film qu'il a sorti cette année, Présence, où j'ai à peu près compris tout de suite où il voulait en venir et beaucoup plus, on va dire, apprécié dans un plaisir immédiat, celui-ci, au contraire, il a fallu que ça travaille un peu pour que je comprenne parce que je pense que le film a beaucoup de subtilité dans son écriture notamment, mais également dans sa mise en scène, il y a beaucoup de choses. Alors c'est un petit peu compliqué quand on voit un film au cinéma la première fois et que on peut pas mettre pause, on peut pas regarder, on peut pas revoir une scène, c'est un peu compliqué d'analyser les choses, mais dans la mise en scène, je pense qu'il y a une sorte de précision, il y a un jeu, alors parce que c'est quelque chose que vous rendez compte vraiment tout de suite, c'est le premier truc qu'on voit quand on lance le film, je pense, c'est la gestion de la lumière qui est assez particulière dans le film, et notamment lors d'une grande scène de dîner qui a lieu au début du film, où il y a des sortes d'ampoules, enfin des lampes qui sont entreposées devant les personnages et qui sont en fait surexposées et qui, du coup, faut le dire, piquent un peu les yeux. L'effet est pas forcément très beau, mais dans la mise en scène, il y a quelque chose qui se crée en fait par rapport à ces lumières-là, où Soderbergh joue en permanence avec la lumière qui va éclairer le personnage dans le plan ou pas, en fonction de ce qu'il va dire, en fonction de s'il se cache, en fonction de s'il dit la vérité, en fonction de... Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. C'est pas forcément, encore une fois, c'est pas une analyse très poussée de la scène, parce que quand on la voit la première fois, qu'on peut pas la revoir, c'est assez compliqué, mais Soderbergh se fait assez plaisir pendant cette scène, qui est une des scènes les plus intéressantes du film et une des plus maîtrisées, je pense, parce qu'elle est vraiment assez jouissive à regarder, parce qu'il y a vraiment un effet crescendo dans le n'importe quoi et dans les reproches et dans les choses que les personnages se font. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très bien écrit, très élégant, très maîtrisé, avec un duo, Michael Fassbender et Cate Blanchett. Il y a quelque chose, il y a une vraie alchimie. J'ai lu beaucoup qu'il n'y avait pas d'alchimie entre eux, et au contraire, je trouve qu'il y a une vraie alchimie dans cette espèce malgré tout, de couple un peu qui paraît distant comme ça, mais qui du coup ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre au fil du film. Et vraiment, les deux dégagent une élégance qui est totale, quoi. Alors, ok, encore une fois, c'est un film de bourgeois, on est dans des beaux décors, on est dans une belle maison, on a des beaux machins, il y a des beaux costumes, voilà, ils sont bien habillés et ils sont très beaux tous les deux. Mais voilà, c'est vraiment un film très élégant, très bien écrit. Voilà, je vais vous laisser en parler, puis on reviendra plus profondément plus tard sur des détails. Donc, moi je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Jordan et revenir un peu sur pourquoi dans la présentation j'ai dit le duo Soderbergh-David Koepp est de retour après Présence, parce que moi j'ai une petite théorie du complot sur Présence et sur Black Bag. C'est que en gros, David Koepp et Soderbergh ont passé un accord en mode Soderbergh a dit à David Koepp, tu m'écris un scénario pour que je m'amuse et en échange, je réalise ton scénario. Et le film pour qu'il s'amuse, c'était Présence, parce qu'il y avait clairement un truc de mise en scène tout du long du film, une certaine radicalité. Où là, du coup, avec Black Bag, on est un peu plus, je dirais, dans un film de scénariste. C'est-à-dire que le film n'est pas du tout, j'ai pas trouvé le film du tout désagréable.
C'était même plutôt sympa, mais on sent que tout est fait pour mettre en valeur le scénario, qui est effectivement très très cool. Ouais, c'est un peu genre quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu déçu par rapport à Présence, que j'avais trouvé vraiment génialissime. Là où j'étais en mode, oui, bon, c'est sympa, ça fait un peu film. Je sais pas, film petit malin avec un scénario qui te perd ou là où tu vas, tout ça, mais qui brille pas tant par sa mise en scène. Il est sorti depuis quoi, quelques semaines maintenant, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et je trouve qu'il y a quand même des choses de mise en scène intéressantes, comme tu le disais, Snack, la lumière. Le film a probablement été tourné avec des objectifs anamorphiques, ce qui donne cette espèce de gros bokeh orange, jaune sur les ampoules, et même dans le jeu d'acteur, mais encore une fois, quand je vois un jeu d'acteur comme ça, je peux pas m'empêcher de penser que c'est encore une fois le scénariste qui les a dirigés et pas tant Soderbergh. Ce qui serait pas déconnant puisque David Koepp est producteur exécutif du film. Enfin, c'est aussi un réalisateur de son côté, puis c'est quand même un scénariste superstar à Hollywood. Donc voilà, c'est un peu mon avis en bref. Je pense qu'on pourra revenir sur plusieurs choses après l'avis d'Arthur. Alors, moi, je vais me situer un peu en dessous des deux, même si je rejoins plus Elric que Jordan. Sur le côté un peu film de scénariste, parfois un peu film de petit malin. Moi, ça m'a fait penser plutôt à La Taupe, par exemple, de Thomas Alfredson, alors qui date de 2012. Donc peut-être beaucoup, c'est un film qui n'a pas été vu ou qui est un peu passé à côté. Mais dans ce côté, vraiment, film sur l'espionnage, très très bien écrit, qui cherche à nous perdre, etc. Sauf que contrairement à La Taupe, je trouve que la mise en scène ici, elle est assez batte-pâquerette. Et comme tu le disais, Elric, c'est peut-être en effet un film de scénariste plus que de mise en scène. C'est très bateau, très lambda. Du coup, j'ai trouvé ça assez insipide au final. Je me suis pas rentré dedans, à part peut-être la scène de fin qui est intéressante parce qu'elle vient un peu tout délier et remettre un peu ce duo d'acteurs sur le devant quand ils étaient un petit peu à l'écart pendant le reste du film, je trouve. Tout le reste, en fait, c'est d'une platitude monstrueuse et je trouve que c'est le type de film qui va pas avec la mise en scène de Soderbergh et qui allait plutôt avec la mise en scène très froide, très très crue de Thomas Alfredson pour La Taupe. Et là, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Là où j'avais déjà des réserves sur Présence, en fait, finalement, Présence est assez fabuleux à côté, dans le sens où il cherche vraiment à faire quelque chose. Là, c'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois, en fait, je trouve. Il n'apporte aucune surprise, qui n'est pas étonnant pour un sou. Et puis, je pars personnellement avec une épine dans le pied dès le début du film. Je déteste Michael Fassbender et je pense que j'ai rarement vu une actrice aussi mauvaise que Cate Blanchett. Ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Je la déteste dans absolument tous les films qu'elle a fait, même des films que j'adore comme Benjamin Button, je la trouve insupportable à l'intérieur. Et là, elle est comme d'habitude, c'est-à-dire totalement insupportable. Là où Fassbender, pour le coup, s'enrichit, je trouve, avec l'âge, avec des rôles peut-être plus matures que X-Men ou des films assez pitoyables qu'il a pu faire avec, j'ai oublié le nom de son réalisateur, mais celui qui a fait 12 Years a Slave, quand il avait fait avec lui ses 2 précédents films. Ouais, Là, je Shame, trouve je crois qu'il y en a un qui s'appelle Shame dans les 2 films Ouais, plus c'est ça, tard Shame. et l'autre Ouais. Hunger peut-être, non? Et c'est ça, Hunger, peut-être son premier, là où il joue des résistants en Irlande, en prison. Là, je trouve que vraiment, assez étonnamment, c'est un acteur qui se bonifie avec l'âge, le côté un peu émacié, le côté un peu maigre, là, très, très, très froid. C'est peut-être le seul dans tout le film, même au-delà de la mise en scène que j'ai trouvé assez fade, c'est peut-être le seul qui a vraiment ce côté très, très froid qu'on peut attendre d'un film d'espionnage comme ça, qui ne montre pas ses émotions. Et il le fait super bien, je trouve, étonnamment. Cate Blanchett, je peux pas. À chaque fois qu'il y a une scène avec elle, j'avais envie d'accélérer ou de la passer. C'est vraiment, c'est physique. J'y arrive vraiment pas avec son jeu très théâtral. Pour moi, c'est un peu la Vincent Cassel américaine. C'est vraiment affreux comme jeu et c'est vraiment pas ce qui m'emballe. Mais bon, bref. Pour le reste du film, ce que je vais vraiment reprocher, en fait, c'est dans les Fassbender et peut-être à la limite notre cher Pierre Brosnan, qui est pas trop mal dedans. C'est qu'en fait, ça m'a pas intéressé une seule seconde. Donc, c'est même pas vraiment une critique profonde à dire n'allez pas le voir, c'est pitoyable, c'est nul. Non, pas du tout. C'est juste que si vous rentrez pas dedans dans les 10 premières minutes comme moi, si vous trouvez la mise en scène finalement assez lambda, vous allez profondément vous ennuyer pendant 1 heure et demie. Voilà réellement ce que j'ai à dire du film, c'est que ça m'a pas intéressé une seule minute. Je trouve que les enjeux des différents personnages sont très très faibles. Dommage pour un film de scénariste. Bah, moi, je vais rebondir déjà sur 2-3 choses. Contrairement à toi, j'aime beaucoup Cate Blanchett, je la trouve pas du tout pitoyable. Et juste, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant dans le film, dans la caractérisation des personnages, donc que ça soit George Woodhouse, qui est joué par Michael Fassbender, et Catherine Woodhouse, pareil, qui est jouée par Cate Blanchett, c'est vraiment dans la manière dont en fait ils se déplacent, la manière dont ils réagissent en fait dans le plan. C'est-à-dire que Fassbender, on nous dit que c'est un personnage qui est très froid, qui est très maniéré, qui est très voilà, on le voit, il est toujours droit, il marche, il est droit comme un i, il n'a pas une expression. Bon, ça c'est un petit peu
on va dire, le néo-Fassbender. Parce que, alors, tu dis que sa deuxième partie de carrière, là, il se bonifie avec le temps. Il faut dire qu'il a eu plutôt une traversée du désert assez vénère depuis X-Men. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait tous ses X-Men, ses Magneto, puis après, il a un petit peu disparu de la circulation. Et il revient un petit peu ces dernières années avec notamment The Killer de David Fincher et donc celui-ci. Mais voilà, il joue des personnages qui sont très monolithiques, qui disent rien, qui sont très froids, etc. Et lui, il est vraiment comme ça. Et Cate Blanchett, à l'inverse, c'est un personnage qui... Sa manière de se déplacer dans le plan est toujours assez particulière. Elle est toujours un peu dans le mouvement. Par exemple, elle ouvre les portes et elle tourne dessus et elle l'ouvre avec son dos. Vous voyez, c'est que des choses comme ça. Là, vraiment, toujours, elle enveloppe en fait les choses. Quand elle fait quelque chose, quand elle se déplace, quand elle ouvre une porte, quand elle prend quelque chose, elle enveloppe en fait systématiquement les choses. Et ça lui donne un côté un peu félin, je trouve, et du coup un peu insaisissable, qui est forcément très intéressant dans le film, puisque pendant la majeure partie du film, on va se demander si c'est elle la traîtresse à la nation ou pas, dont il est question dans le film. Tu avais parlé aussi du coup des acteurs secondaires, et pareil, là où je te rejoins pas forcément, c'est que je trouve que c'est souvent un problème d'ailleurs dans le cinéma, c'est la caractérisation des personnages secondaires. C'est-à-dire que souvent, ils sont là, ils sont pas là, on s'en fiche un petit peu. Et là, je vais pas dire qu'ils sont d'une importance capitale, mais le fait que le film se focalise en fait sur un vase clos de personnages, tout au plus, je crois qu'il doit y avoir 4 autres espions et le personnage de Pierce Brosnan qui joue plus ou moins leur chef à Catherine et George. Et donc voilà, en gros, il y a 7 personnages dans le film, mais je trouve qu'ils sont tous bien caractérisés. Au contraire de ce que tu dis, je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur manière d'être, ce qui est très aidé par la fameuse scène du dîner qui est plus ou moins en introduction dont je parlais au début du podcast, où on voit tout de suite quels sont les personnages, quelles sont les relations entre les personnages, quelles sont les inimitiés, s'il y en a, entre les personnages, quelles sont les petites choses en fait qui bouffent ces personnages-là divers et variés. Et cette scène du dîner, d'ailleurs, elle est assez subtile dans un autre truc, c'est qu'on se rend compte que tous ces personnages, donc les 4 autres espions en fait qui sont au dîner, sont tous dans la tromperie, dans la jalousie, dans les choses comme ça, les uns envers les autres, qui sont des traits de caractère que ne va pas du tout avoir le couple Woodhouse. En fait, quand tu dis que c'est pas si bien écrit que ça, peut-être que je me fourvoie, mais je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité en fait dans l'écriture et des subtilités parfois dans des choses grossières. Par exemple, je parlais des scènes de pêche. Les scènes de pêche, sur le principe, vraiment la métaphore du je pars à la pêche aux infos, elle est assez grossière. La séquence où, à un moment donné, Michael Fassbender, il est seul sur sa barque, il veut pêcher, donc il jette à la ligne, comme s'il attendait une information. Et en attendant que quelque chose arrive, alors je sais pas, j'ai pas les termes en pêche, il mouline en fait. Il récupère sa ligne en moulinant, et en moulinant, il y a des souvenirs, enfin c'est des flashbacks de choses qu'on a déjà vues, qui lui reviennent en tête parce qu'il essaye de décrypter les choses qu'il a vues pendant le dîner ou qu'il a vu ensuite en espionnant sa femme ou des choses comme ça. Et donc il essaye plus ou moins de trouver une clé au puzzle à ce moment-là. Pareil, c'est pas forcément hyper subtil de la manière dont je le décris, mais je trouve que dans le film, ça colle plutôt bien. Et il va y avoir toute une métaphore filée comme ça, avec la pêche, les poissons, les choses comme ça. À un moment donné, il va se retrouver avec un autre personnage dans sa barque et qui essaye d'avoir dans son filet, d'essayer de le piéger en fait. Et pendant qu'il fait ça, donc on découvre qu'il veut le tuer, puis finalement il ne le tue pas. Et quelques instants plus tôt dans la séquence, dans la barque, il récupère un poisson, on le voit prendre le poisson, on le voit le libérer. Donc il y a vraiment toujours cette espèce de double côté tout le temps entre la pêche et entre les actes que George réalise dans le film. Et la dernière chose que j'avais relevée, que j'avais trouvé assez rigolote, c'est vraiment le parallèle entre... vous savez, Pierce Brosnan, à la fin du film, il va dans un restaurant et il commande un plat qui est un poisson vivant. Le plat s'appelle le ikizukuri, et c'est, je suppose, un plat japonais, hein, donc on lui sert un poisson vivant. Je sais pas comment ça se mange, je suppose que c'est lui qui doit le tuer pour le manger. Et ça représente exactement en fait la situation, donc là je vais spoiler un peu, mais ça représente exactement la situation du coup du personnage de Pierce Brosnan à la fin du film. C'est-à-dire que le couple a découvert que c'était lui, le réel traître en fait à la nation, enfin le traître du film, hein, et il décide de ne pas le tuer. Il ne le tue pas, il le laisse, on va dire, plus ou moins à l'agonie. C'est-à-dire que comme le poisson dans l'assiette, il ne peut plus rien faire en fait. Il est prisonnier, il est piégé, et on va même dire que le couple, on va dire, a un ascendant sur lui. Et puis le deuxième parallèle évident, et c'est dit dans le film, c'est que ce plat-là est interdit au Royaume-Uni. Et évidemment, je suppose que quand tu es un espion à la solde du Royaume-Uni, trahir le Royaume-Uni est tellement interdit. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Il y a beaucoup de petites choses, je trouve,
par exemple la scène du cinéma, pour nous donner le doute. Vous savez, il retrouve un ticket, il pense que sa femme est allée voir un film sans le prévenir, donc il essaye de la piéger en lui disant tiens, il y a ce film-là qui passe, on va aller le voir. Et pendant le film, à un moment donné, il y a un screamer, il y a littéralement toute la salle qui se fait avoir par le screamer et elle non, ce qui forcément donne le doute au spectateur et donne le doute au personnage de Fassbender qui du coup va regarder sa femme et là c'est le scream d'après, là elle sursaute mais sachant qu'elle se sait certainement observer quelque chose qu'elle dit d'ailleurs dans le film, elle dit tout le temps je sais quand tu m'observes. Je suis en train de faire un monologue un peu sur les petits détails à la con du film mais c'est beaucoup de petites choses. Je pense que le film gagne en fait à être revu peut-être en ayant les tenants et aboutissants du scénario pour voir justement ces petits détails de mise en scène où Soderbergh et Coep certainement dissémine en fait des indices comme ça dans la mise en scène, dans la manière de montrer et cacher des choses dans des champs contre champs, dans des plans séquences, dans des métaphores comme ça. Et je pense que c'est la force du film, clairement. Sachant que, l'autre force du film, c'est on va dire le plaisir immédiat de cette élégance, on va dire, du film, qui est bien aidé par une bande originale un peu jazzy, qui est vachement bien, une bande originale de David Holmes, qui a l'habitude de travailler pour Soderbergh, que j'ai trouvé vraiment super pour le coup, et voilà. Bah moi je voudrais revenir un peu sur le jeu d'acteur où là j'ai été un peu à l'inverse de vous, c'est-à-dire pour parler un peu de Michael Fassbender, moi je trouve qu'il a un début de carrière assez formidable avec les films de Steve McQueen. Après il s'est perdu dans les films X-Men mais je le trouve quand même très bon dans le rôle malgré la qualité désastreuse des films. Mais par contre, là, j'ai l'impression qu'il a fait un peu le même rôle que dans The Killer de Fincher, que j'avais détesté. Et j'espère que dans le prochain Hounding, il jouera pas encore le rôle parce que je le trouve assez ridicule. Personnage très froid. Et, ouais, j'ai l'impression qu'on a vu ça 12 000 fois, ce genre de personnage. Là où, à l'inverse, le personnage de Kate Blanchett, je trouve beaucoup... Enfin, l'interprétation de Kate Blanchett, je la trouve beaucoup plus intéressante. C'est pas dans une hate comme à Arthur, du coup. Mais je rejoins assez l'avis de Jordan sur le jeu d'acteur de Kate Blanchett. De toute façon, ça a été plus ou moins dit sur les acteurs, mais je trouve vraiment pour les personnages secondaires, pour revenir sur ce que tu disais, Jordan, ils sont tous un peu faire valoir quand même. Il y a celui qui est comme ci, celui qui est comme ça. Je trouve pas qu'ils soient quand même très bien construits et très bien écrits, ces différents personnages secondaires. Mais bon, après, voilà, c'est une appréciation. J'ai pas non plus idolâtré le film. Je sais pas Mais si, juste pour te couper 30 secondes, je sais pas s'ils sont forcément très bien écrits, mais je trouve qu'ils sont assez bien caractérisés. Je trouve qu'ils ont une certaine présence à l'écran. En fait, malgré peut-être le fait qu'ils soient très archétypaux, très stéréotypés, mais tous, effectivement, ils ont vraiment tous, même la psy, qui a vraiment des archétypes et des stéréotypes de psy. Il y a quand même, je trouve qu'ils ont une certaine présence, on se souvient un peu d'eux quand même, malgré tout. On est bien aidé parce que c'est les seuls personnages du film, ils sont secondaires, mais c'est avec le couple, c'est les seuls personnages du film. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ces personnages-là, malgré tout. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, si on peut rajouter de plus, on n'a pas forcément le même avis là-dessus. Je n'ai pas grand-chose non plus de plus à rajouter, à part que je suis vraiment pas rentré dedans. Contrairement à Présence, où quand on avait fait le podcast, au fur et à mesure qu'on en discutait ensemble, j'avais davantage apprécié le film parce qu'il y avait quand même un réel impact émotionnel et sympathique avec le film. Là, j'en ai vraiment aucun. Pour moi, c'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois. Il y aura un autre nom que Soderbergh sur l'affiche. Je pense que ça changerait pas grand-chose personnellement. Ça fait partie de ses films, il en réalise beaucoup. Soderbergh, c'est un réalisateur qui peut faire du très bon comme du très mauvais. Et je pense que celui-là fait plutôt partie du milieu de gamme de ce qu'il a pu réaliser. Après, malgré tout, tu dis ça, mais on est vraiment dans un des thèmes que Soderbergh travaille quasiment toute sa filmographie, qui est ce thème du faux semblant, de devoir jouer un rôle, c'est quelque chose qu'on a partout. C'est quelque chose qu'on a dans son tout premier, dans Sexe, mensonges et vidéo, je crois il s'appelle, dans cet ordre-là. Les Oceans 11, les Oceans avec 11, 12 et 13 qui sont évidents dans le fait de devoir jouer un rôle. Ce sont des braqueurs, donc ou dans son autre film de braquage, Logan Lucky. En fait, Soderbergh, c'est pas forcément évident de sortir des thèmes comme ça, mais je pense que le faux semblant et la famille, le couple, les choses comme ça, c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup. Le couple, c'est aussi parce qu'on en a peu parlé, mais c'est aussi le thème du film, plus tout le reste. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, Black Bag, c'est pas un film d'espionnage, c'est un film sur des espions. C'est pas la même chose, sur un couple d'espions. Pour moi, la clé du film et le truc qui te fait clairement comprendre ça, la réplique vraiment type, c'est quand donc Catherine, qui est jouée par Kate Blanchett, quand les deux personnages se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont fait manipuler, chacun par des personnages différents, mais ils se sont fait manipuler, elle dit une chose à Fassbender, elle dit « Il ne s'agit plus de ça, il s'agit plutôt de nous ». Et pour moi, c'est vraiment, c'est la clé du film. C'est-à-dire que tout le film, c'est plutôt leur relation à eux,
plus que le fait que ça soit un film d'espionnage, parce que en fait, Soderbergh ou Koepp, ils en ont rien à foutre de cette histoire finalement, de Severus, de machin, de géopolitique, tout ça, ça les intéresse assez peu finalement. Ils vont utiliser ça pour donner vraiment une tension assez palpable en fait au film, mais en tant que tel, c'est pas forcément ce qui intéresse Soderbergh. Ce qui intéresse Soderbergh, c'est de reconvoquer un peu ce truc là du film de mariage qui a traversé on va dire les obsessions des États-Unis à une époque. Il va reprendre un petit peu ce thème-là et il va le prendre au carré en disant voilà, qu'est-ce que le couple, parce que déjà dans le couple il y a des histoires de faux semblants, il y a des histoires de mensonges, il y a des histoires comme ça dans un couple, enfin de mensonges, de vérité, de confiance. Quand je dis mensonge, c'est le mensonge ou l'absence de mensonge, c'est vraiment tout ce qui entoure la vérité, les choses comme ça, qu'on voit d'ailleurs dans Sexe, mensonge et vidéo, hein. Là c'est un peu la même chose, mais c'est au carré, c'est-à-dire que du coup ce sont des espions, donc ils ont entre guillemets, l'autorisation de se mentir l'un l'autre, ou plutôt de pouvoir cacher des informations avec ce fameux mot qu'ils prononcent tout le temps quand on lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire, ils disent tout le temps black bag. Voilà, black bag, ça veut dire c'est le sac noir, c'est on ne dit pas, c'est confidentiel, j'ai pas le droit de t'en parler. Ce qui est bien pratique quand on veut cacher des choses à son conjoint, son conjointe ou n'importe qui d'autre. C'est un questionnement qu'un des personnages dit d'ailleurs à George et lui dit mais comment vous faites pour vivre, vous vivre en tant que couple, sachant que du coup, en fait, tu peux dire black bag et tu peux t'en sortir pour tout et n'importe quoi. T'as juste pas à parler tu vois son mec par exemple, on apprend qu'il l'a trompé en allant à l'hôtel tout le temps. Elle aurait pu lui poser la question et qu'est-ce que tu fous à l'hôtel, il répond black bag et pouf, il s'en sort et tranquille, tu vois. Et là George lui dit alors j'ai plus la réplique exacte, mais il lui dit un truc très intéressant du style en fait tout simplement on se dit la vérité. C'est-à-dire que d'ailleurs, pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure du film, tu penses qu'il est là à enquêter sur sa femme, mais en fait, il n'enquête pas, il la protège. Il passe son temps, littéralement, à la protéger. Et ça, on le voit dès le début, parce que quand le personnage, le tout premier, j'ai oublié son nom, quand il lui donne la liste des éventuels traîtres, qui a sa femme dessus, que le personnage lui dit est-ce que tu serais capable de t'en charger si c'est elle la traîtresse, et en fait il répond pas, il élude et puis il lui dit comment tu vas, machin truc. Ensuite il y a la scène du dîner où il empoisonne le repas pour c'est une sorte de sérum de vérité ou de désinhibiteur ou je sais pas trop quoi, voilà, pour essayer de faire parler les gens, et il prévient sa femme, il lui dit attention, il va y avoir quelque chose dans le plat. C'est-à-dire qu'il veut pas qu'elle dise des choses ou que, tu vois, il y a toujours ce côté vraiment où, en fait, il la protège dès le départ, et ça, on le sait dès le départ. Et ça, ça fait partie, je pense, des subtilités d'écriture qu'il y a dans le film, des choses que tu vois peut-être pas forcément tout de suite et qui viennent te marquer plus tard. Clairement, George n'est pas là pour trahir sa femme, pour la surveiller. Sa mission première, c'est de la protéger. Et pourtant, c'est quelque chose, forcément, le film veut nous mettre le doute, parce que sinon, il n'y a pas de film. Et le film veut nous mettre le doute dans le sens où, dès le départ, on nous dit que c'est un mec qui a fait plonger son père, en fait, pour tromperie, justement. C'est pareil, l'autre clé du film, elle est là. Il a fait plonger son père pour tromperie. Il considère que le mensonge, c'est la pire des choses dans la vie, mais pas dans la vie, dans un couple. Et c'est quelque chose qui l'a tellement traumatisé, ce personnage-là, qui décide du coup de ne pas mentir à sa femme. Éventuellement, il lui cache des informations, mais de toute façon, c'est pour son propre bien. Le but, c'est il le dit d'ailleurs, c'est de partir du pétrin, quand bien même ce serait elle qui s'est mis dans ce pétrin-là. Même s'il s'avère que c'est une traîtresse, non, il n'allait pas s'en charger en fait, il n'allait pas se charger d'elle. Et je pense, voilà, la clé du film, elle est là, c'est que c'est un film sur le couple, c'est pas un film d'espion. Il y a beaucoup de choses comme ça, tout le film, en fait, Catherine, à un moment donné, elle parle au psy, et quand il lui demande son psy comment va son couple, elle lui répond que son boss, donc Pierce Brosnan, lui dit que, en fait, c'est son couple et c'est George, c'est sa grande faiblesse. Et ça, c'est dans le film, et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les personnages vont se servir de ce couple-là, précisément celui-ci, pour essayer chacun de mener à bien leur mission, parce qu'il y a plus ou moins 2 plans dans le film qui s'entrechoquent, et c'est comme ça que le film va avancer, c'est qu'ils vont se servir de ce couple, un petit peu comme dindon de la farce, sauf que pas de chance, c'est peut-être les 2 personnages les plus intelligents du film, et en fait, à la fin, tout le monde se fait avoir, à part eux deux, quoi. Et pour terminer sur le fait qu'on est vraiment dans un film sur le couple, c'est que le couple se termine, il y a vraiment une dissection du couple, un peu à la manière de Eyes Wide Shut. C'est-à-dire qu'au début, ce couple est un peu froid et il se touche à peine, puis à la fin, ça finit sur certainement une dernière embrassade, en fait, certainement précoïte. Hein. Ça sous-entend qu'ils se sont encore d'autant plus rapprochés suite à cette histoire qu'ils ne l'étaient avant, sachant qu'ils étaient déjà très proches et très soudés avant ce film, quoi. Non, je pourrais juste dire qu'en effet, j'ai parlé de film d'espionnage au début, comme je préférais la taupe, mais je suis d'accord que le cœur du sujet de Soderbergh, c'est pas l'espionnage, même s'il s'en sert, c'est plutôt la famille. D'ailleurs, ça se voit à quel point tout ce qu'il peut y avoir autour de l'espionnage est finalement assez cliché et assez, comme j'ai dit, déjà vu, que ce soit le nom du logiciel, Severus.
Enfin, on a entendu ça dans quasiment tous les James Bond depuis 30 ans, ou etc. C'est vrai que c'est pas là-dessus qu'il veut mettre le doigt, mais même sur le côté vie conjugale, vie de famille, je trouve, et c'est dommage pour quelqu'un qui a maintenant quasiment la soixantaine, d'être moins subtil, je trouve, aujourd'hui à 60 ans qu'il l'a pu l'être à 24 ans quand il a eu la Palme d'Or dans Sexe, mensonge et vidéo. C'est ça que je trouve assez dommageable à mes yeux, c'est qu'on est quand même ici, même sur les deux points, que ce soit sur l'espionnage, même si c'est pas le sujet principal, comme sur la vie de couple, sur quelque chose d'assez déjà vu et lambda. Enfin, c'est pas un argument de dire que c'est lambda, je sais pas si c'en est un vraiment, mais enfin, c'est pas fascinant, il apporte rien au sujet, il apporte rien au débat, même dans sa mise en scène, je trouve qu'il apporte pas grand-chose à ce qu'il veut montrer. On dirait, Elric l'a dit au début, un film pour faire plaisir possiblement à son scénariste ou pour payer ses impôts, je sais pas, mais ça donne pas l'impression d'être un film qui a été vraiment travaillé pendant des mois, des semaines, plutôt quelque chose de tourner un peu à la va-vite. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et c'est dommage parce que ça aide pas tout le monde, dont je me mets dedans, ça aide pas la totalité des gens. En tout cas, il y en a beaucoup qui vont apprécier, mais ça va pas aider tout le monde à rentrer dans cette histoire parce qu'il veut tellement en même temps. Tu dis que c'est pas forcément le cœur principal du film, l'espionnage, mais c'est comme ce qui va créer l'action, ce qui va créer par moment ces réconciliations de couple ou ces couples qui se séparent, et il en fait pas grand-chose. Bah, il en fait pas grand-chose parce qu'il a un traitement qui est quand même assez différent du film d'espionnage. J'ai pas vu le film dont tu as parlé au début, La Taupe, mais c'est un film quand même, enfin je sais pas, c'est un film d'espionnage. J'ai pas vu beaucoup de films d'espionnage comme ça. Tu parlais de James Bond, évidemment, c'est pas rapprocher ça du tout de James Bond, mais ouais, les personnages se suivent, les personnages se surveillent, mais d'ailleurs ils se suivent même pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filature dans le film. Juste à un moment donné, il va détourner un satellite pour surveiller sa femme. Les personnages en fait, ils se parlent essentiellement, mais il n'y a pas, on va dire, tous ces actes un peu stéréotypés du film d'espionnage. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de filature, il n'y a pas d'action dans le film, très peu. Enfin, je dis il n'y a pas de coup de feu. Alors si, il y a des coups de feu, il y en a à la fin du film. Il doit en avoir 2, 3. Il n'y a pas tous ces trucs-là. En fait, je trouve que justement, c'est assez cool de voir un film d'espionnage qui n'a aucun stéréotype du film d'espionnage, à part effectivement ces bureaux, ces machins, c'est le nom là, Severus, les trahisons, les trucs, la tension, etc. Oui, d'accord, ça en fait partie, ce côté un peu paranoïaque, pareil, il fait un peu inhérent au genre. Mais à part ça, on va dire dans les grandes lignes de l'action, il n'y a pas vraiment d'action. Alors après, ça peut être le genre de choses effectivement qui pourra décevoir. Hein. Ça, clairement, tu vends le truc comme un film d'espionnage et il n'y a pas du tout d'action dans le film. C'est tout le problème, c'est que la vision qu'ont les gens du film d'espionnage, sans vouloir déblatérer sur autre chose que le film, mais le film d'espionnage, les films comme Mission Impossible ou James Bond les ont totalement déconstruits. Un film d'espionnage, c'est pas de l'action. La vie des autres, c'est pas un film d'action. La Taupe, c'est pas un film d'action. Enfin, si t'enlèves James Bond et Mission Impossible, une bonne partie des films d'espionnage, même des années 40-50, c'est des gens qui parlent, des gens qui font des petites filatures, il n'y a pas de coup de feu, etc. Alors celui-là, on reprend les codes, je dis pas, mais il apporte rien au film d'espionnage plus classique, disons, et sans action. En fait, il fait exactement pareil que pouvait faire, donc, comme je disais, La vie des autres ou La Taupe, etc. Des films, en fait, l'espionnage, c'est pas un film d'action pour moi sur le papier. Et lui, il ne l'est pas non plus, soit, mais il n'est pas pour autant très très intéressant à suivre. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Mais je parlais de James Bond, c'était plutôt pour le nom Severus, c'était pas forcément pour la référence. Ça n'a rien à voir avec James Bond ou Mission Impossible, qui sont eux réellement des films d'action, ça c'est sûr. Mais c'est plus proche, en effet, de films d'espionnage. Peut-être moins grand public, mais plus posé en fait, plus intellectuel. Oui, parce que tu veux dire, après, quand je disais James Bond, je faisais pas forcément référence à ton parallèle. Je veux dire, même, il s'en amuse, hein, Soderbergh, il fait un parallèle évident en prenant Pierce Brosnan dans son film. Hein. Moi, non, j'avoue que j'ai pas trop parlé, mais en vrai, j'écoutais grave ce que vous disiez. J'avoue que, après, c'est peut-être parce que ça fait un moment que j'ai vu le film, mais j'avais pas du tout envisagé ça comme ça. Enfin, j'avais pas du tout vu le film comme tu l'as décrit, Snack. Et je trouve ça assez intéressant, et j'avoue que ça me fait peut-être remonter le film un peu dans mon estime. Faudrait que je le revoie, quoi. Bah ouais, c'est un film que je prendrais du plaisir à voir, je pense. Tant que c'est quelque chose qu'on a très peu évoqué, enfin, si tu l'as dit vite fait, Arthur, mais toi tu l'as dit d'un point de vue négatif, le film est très court, enfin je sais pas, 1h30, désolé, hein, mais ça fait du bien quand même un peu. Hein. J'en ai marre des films de 2h, 2h15, franchement 1h30, en plus c'est assez resserré. À revoir, c'est pas, tu vois, c'est pas le genre, il faudrait que je le revoie, mais j'ai un peu la flemme, il dure 2h30 quoi. Non, ça dure 1h30, ça fait vraiment du bien d'avoir des films aussi courts. D'ailleurs, Présent, c'était pareil, c'était assez court. Donc merci Soderbergh de donner des films courts au cinéma américain, si je puis dire. Bah, du coup, je pense qu'on peut conclure là, si on n'a plus rien à rajouter. Genre, faites gaffe à votre femme.
Non, bah, on vous encourage à regarder le film, je pense dans tous les cas. Après, à savoir est-ce qu'il est encore en salle au moment où l'épisode sortira? Peut-être pas, mais de toute façon, il devrait pas tarder à être disponible sur les plateformes, donc voilà, de toute façon, un film de Soderbergh, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant à regarder. Puis en plus, celui-là, il dure 1h30, je pense pas qu'on passe un moment désagréable devant, même si on est peut-être pas autant emballé que Jordan, sur le film.